L'histoire débute avec Akira, qui se retrouve face à un assassin cherchant à le tuer après l'avoir repéré au sommet d'une tour. D'un bond agile depuis la tour, Akira affronte l'assassin de front. Un combat acharné éclate entre eux, et finalement, Akira maîtrise l'homme avec son épée, le surpassant. L'homme masqué se jette pour un coup fatal, mais Akira l'esquive de justesse. Des lames surgissent de la jambe de la créature, mais Akira parvient également à les dévier. Il assène ensuite un coup écrasant au genou de l'homme, le mettant complètement à terre, sans pitié. Akira le condamne immédiatement à mort avec sa propre épée. Pendant ce temps, nous voyons Akira exécuter une sentence capitale sur un autre homme qui était venu le tuer. Mais revenons en arrière pour comprendre comment tout cela a bien pu se produire. La scène se déplace vers une matinée à l'école où des filles discutent entre elles et avec le garçon le plus populaire. Elle suggère d'aller au centre commercial pour traîner, mais il décline poliment, disant qu'il est occupé par les affaires du conseil étudiant et promet de les rejoindre la prochaine fois. Les filles sont Aosuyama, Shiori et Yuki, cette dernière étant celle qui lui a parlé à ce moment-là. Elle se remémore avec son amie les blagues idiotes que Sugimura a faites pendant le cours d'anglais, oscillant entre rire et pleurer de pure gêne. Son ami craint que Yuki ne parle d'une affaire de meurtre et n'exagère. Ensuite, nous voyons Tsukasa discuter avec un ami qui veut tester sa nouvelle épée en bambou. Tous les autres sont absorbés par leur discussion, sauf ce garçon mystérieux avec son téléphone, Akira. Ses camarades de classe se demandent s'il était là depuis le début ou s'il est apparu plus tard, car sa présence est presque imperceptible. Akira est plongé dans ses pensées, anticipant que quelque chose va se produire quand soudain l'écran de son téléphone change. Une étrange vision apparaît, ressemblant à un cercle magique avancé, qui enveloppe tout le monde et les transporte dans une vaste salle. Ils se retrouvent dans une grande pièce et sont soulagés de réaliser qu'ils ne sont pas morts. Un vieil homme borgne sort, demandant le silence. Le roi improvise alors un discours de bienvenue, les remerciant d'avoir répondu et d'être venus de leur monde pour les aider. Ils découvrent qu'ils ont été transportés dans un autre royaume nommé Morgen, et se trouvent maintenant dans le plus grand royaume humain, Ritz, sur le continent des humains. Le roi explique que leur royaume est attaqué par des démons, et qu'un héros d'un autre monde est le seul capable de vaincre le seigneur démon. C'est pourquoi ils ont été invoqués pour extraire ce héros de leur groupe, de leur milieu. Leurs émotions oscillent entre joie et étonnement. Certains commencent à rêver d'aventures, de héros, de puissantes capacités et de guildes, tandis que d'autres restent dubitatifs. Le roi les rassure en leur disant que tout cela est bien réel. Il leur demande de poser leurs mains sur le cristal pour voir qui sera le héros choisi. Chacun son tour, et certains révèlent des statistiques impressionnantes. Yuri est classé au niveau 1 en tant que chevalier magique, tandis que divers autres mages du vent et du feu apparaissent, avec des scores atteignant les centaines. Ce n'est pas encore le tour d'Akira, et les statistiques fluctuent entre 500, 200 et 300 pour les autres. Même le héros a des scores moyens d'environ 500. Akira se demande si ce sont là les statistiques de héros qu'il recherche et craint que son score unique de 1800, qui le classe comme assassin, ne cause des problèmes s'il découvre sa véritable identité dans un monde qui lui est totalement inconnu. Alors, il choisit d'activer sa compétence de dissimulation pour cacher ses attributs à la vue de tous, jusqu'à ce qu'il puisse confirmer l'authenticité de la situation. Son camarade de classe, qui venait de discuter avec lui, regarde autour de lui, cherchant mais incapable de le trouver, puis part chercher ailleurs. Le vieil homme continue d'enregistrer les scores, déclarant qu'ils prépareront l'équipement nécessaire selon leur classe, et que des dortoirs ont été aménagés pour leur séjour cette nuit-là. Quant à Akira, il reste caché grâce à sa compétence, remettant en question la réalité de ce qui se passe, de tout cela. En errant dans les couloirs, il remarque des caméras de surveillance, un signe clair que lui et ses camarades sont étroitement surveillés, et que peut-être il y a des secrets cachés. Étrangement, un chevalier remarque Akira, même s'il utilise sa compétence de dissimulation. Après cela, Akira se rend dans une pièce délabrée qui n'a pas été nettoyée depuis des lustres, s'assied sur l'un des lits, trouve des vêtements qui lui vont, puis se lève pour jeter un coup d'œil dehors, et utilise son athlétisme pour sauter haut, s'émerveillant de la transition réelle vers un autre monde et de la nouvelle prouesse physique qu'il ressent. Il réactive sa compétence de dissimulation lorsqu'il entend une conversation entre le roi et la reine qui implique de rabaisser les enfants venant d'un monde sans magie, les mettant en garde contre l'entrée dans les archives du palais pour éviter d'exposer trop d'informations et de découvrir des secrets. Entendre cela augmente les doutes d'Akira quant aux intentions du souverain. Son esprit s'emballe avec des questions sur ce qu'il doit faire, envisageant même de se tenir derrière le roi et d'atteindre son épée avec l'idée de le tuer sans que personne ne le remarque, mais finalement, il s'abstient. Le lendemain matin, une table de petit déjeuner est dressée comme un festin militaire, mais avec une nourriture propre et une grande hospitalité. Pendant ce temps, Akira se demande s'il doit abandonner sa dissimulation et informer ses camarades de ce qu'il a vu, ou rester silencieux et recueillir plus de preuves. Il se tourne vers Tsukasa, qui exhorte soudainement leurs compagnons à s'unir pour aider le royaume et vaincre le seigneur démon, soulignant la nécessité de la solidarité pour le bien commun. Tout le monde célèbre le héros, disant que c'est ce qu'on attendait de lui, et il se rassemble avec le commandant des chevaliers, Saran, et son collègue Gilles. Saran est le commandant en chef des chevaliers de Ritz, qu'Akira avait remarqué plus tôt. Il les accueille tous, expliquant qu'ils suivront un entraînement intensif et qu'après un mois, ils entreront dans le labyrinthe pour tester leurs capacités, reconnaissant qu'ils sont actuellement inexpérimentés, mais les assurant que leur heure viendra bientôt pour affronter tout ensemble. Pendant ce temps, la scène se déplace vers Akira, qui est inquiet après avoir découvert la grande conspiration contre eux, réfléchissant à la meilleure façon d'agir en réalisant qu'il ne sera pas blessé tant qu'il restera invisible et possédera suffisamment de pouvoir.
Il décide d'agir. À ce moment-là, le commandant de la nuit choisit de le suivre, au lieu de se concentrer sur l'entraînement des autres. Nous voyons Akira se cacher près de la fontaine, dissimulé, mais le commandant l'approche, lui demandant si quelque chose le tracasse. Akira est choqué, surpris de la façon dont il peut le voir, malgré l'activation de sa compétence de dissimulation, et commence à douter de sa durée. À ce moment-là, le commandant le rassure en lui disant que sa compétence fonctionne toujours, expliquant qu'il a des yeux spéciaux capables de détecter les changements thermiques, ce qui lui a permis de le voir. Akira se prépare à tirer son épée, mais le commandant l'arrête, assurant qu'il ne dira rien au roi ni à la princesse, l'invitant à se calmer. Akira demande au commandant des chevaliers de quel côté il est, et il répond que c'est compliqué, lui demandant de garder le silence. Promettant d'expliquer les détails plus tard, Akira veut visiter les archives, réalisant qu'il en sait encore peu sur ce monde et la magie et les capacités qui le régissent. Le commandant Saran veut aider Akira et l'informe que ce qu'il cherche à savoir ne se trouve pas dans les archives. Il mentionne que la compétence de dissimulation d'Akira a atteint son niveau maximum. Akira clarifie que la plupart de ses autres compétences sont toujours au niveau 1 et qu'il ne sait pas comment les faire progresser. Saran propose de lui apprendre, mais Akira lui dit qu'il doit d'abord trouver un moyen de retourner dans son monde car sa famille l'attend et il demande si Siran connaît le chemin du retour. Siran répond tristement qu'il ne le sait pas mais lui conseille de se renforcer car mourir avant de revenir rendrait tout inutile et promet de faire de lui un assassin professionnel. Akira ne veut pas recevoir d'aide gratuitement et Soraen lui dit qu'il peut le rembourser en partageant des histoires sur son monde précédent. Excité d'entendre quelque chose de nouveau et d'inhabituel, il tend la main et Akira accepte l'offre. Ils se déplacent ensuite vers une pièce où Soraen explique la situation dans ce monde, clarifiant qu'outre les humains et les démons, il existe d'autres races comme les elfes et les monstres, chacune vivant sur un continent différent. Akira commence son entraînement sous la supervision de Saran, qui lui place des rochers sur le dos et lui demande de s'allonger sur ses pommes pour renforcer son corps, réitérant que la montée en niveau ne peut être atteinte qu'en tuant des monstres, tandis que l'amélioration des compétences vient de l'entraînement. Les entraînements s'intensifient progressivement avec l'ajout de plus de rochers, jusqu'à ce qu'Akira fasse des pompes sur seulement 2 doigts, montrant des progrès clairs en très peu de temps. Ce soir-là, dans la chambre de Saran, Jill exprime sa surprise face à l'intérêt excessif de Saran pour Akira par rapport aux autres, ce à quoi Saran explique que le garçon est agréable à qui parler, et que ses histoires sur son monde sont captivantes, car il vient d'un pays qui a donné naissance aux premiers héros de leur histoire. Il ajoute que la compétence de dissimulation d'Akira a atteint un niveau où même les caméras ne peuvent plus le suivre. Jill est stupéfait par la puissance de cette compétence, croyant que seul le premier héros aurait pu exécuter une telle technique. À ce moment-là, Akira frappe à la porte et Jill s'en va. Ensuite, Akira défie Siran, révélant qu'il se faufile dans les archives chaque nuit pour lire et qu'il a trouvé un livre terrifiant contenant des plans de coups d'état. Il réalise que Siran l'a écrit et l'a caché à l'intérieur d'une couverture de livre de recettes. Sa reine avait prévu qu'Akira le trouverait. Il déclare ensuite que le roi est devenu complètement incapable. Sa reine explique à Akira que le roi est prêt à payer un prix élevé pour changer les lois de ce monde et qu'ils ne peuvent pas permettre que cela se produise. Cependant, il souligne que les chevaliers doivent une vieille dette à la famille royale. En lisant le livre, Akira comprend que leur véritable objectif est de mettre fin pacifiquement au règne du roi sans effusion de sang, impressionnant sa reine par son intelligence vive et sa capacité à saisir cela en une seule lecture. Akira voit la solution la plus simple comme tuer le roi lui-même, affirmant que rien ne le lie à ce monde. Il dit à sa reine qu'il s'est faufilé dans le bureau du roi la première nuit après leur invocation et que le roi n'a pas senti sa présence derrière lui, pourtant il n'a pas pu se résoudre à commettre l'assassinat. Saran convient que sa retenue était le bon choix. Tuer est un lourd fardeau qui n'est pas facilement supporté, et même un assassin ne devrait pas être forcé de verser le sang, surtout s'il veut retourner dans son monde avec une conscience claire et nette. Akira ressent de la sincérité dans ses paroles, contemplant que s'il retournait auprès de sa famille en tant que tueur, cela briserait indéniablement le cœur de sa mère et de sa sœur. Saran lui conseille d'être un tueur qui respecte la vie, car c'est la seule voie vers la survie et le retour auprès de sa famille, affirmant qu'il se soucie profondément de lui et attend beaucoup de lui, non seulement en raison de ses capacités, mais aussi pour l'esprit mature et la pensée indépendante qu'il possède, car il n'a pas suivi la foule lorsqu'il a été invoqué, mais a plutôt réfléchi par lui-même et fait le meilleur choix. Akira partage que sa vie a toujours été dans l'ombre depuis l'enfance et que personne ne lui avait jamais prêté attention auparavant. Les mots de Saran ont touché son cœur car c'était la première fois qu'il recevait de tels éloges. À ce moment-là, Saran lui demande son aide pour exécuter le coup d'état avant qu'il ne retourne dans son monde, promettant que cela se fera pacifiquement. Akira ne donne pas de réponse définitive, se contentant de dire qu'il y réfléchira. À l'aube, Siran annonce que le mois d'entraînement est terminé et qu'il est temps de se diriger vers le labyrinthe du vaste continent. Les jeunes hommes lèvent fièrement la tête et la foule les acclame alors qu'ils se préparent à s'embarquer pour la grande aventure au sein du labyrinthe. Alors que le groupe se dirige vers le lieu promis, Akira remarque que quelqu'un l'observe. Il active son énergie dissimulée et sa capacité de camouflage, se dirigeant vers la jeune fille qui le suivait. Il lui demande pourquoi elle les observait et elle souligne que tout le monde le traite, lui et ses amis, comme des héros sans connaître le prix payé pour leur invocation dans ce monde. Akira semble surpris et lui dit qu'il ne sait pas encore, ce à quoi elle répond qu'il doit découvrir la vérité par lui-même, et s'en va, prédisant que cette rencontre ne sera pas leur dernière. La scène se déplace à l'intérieur du labyrinthe qu'ils avaient pénétré pour combattre.
Les chemins étaient remplis de pièges et de dangers, et les jeunes combattants ont commencé à attaquer les monstres successifs, les abattant un par un. Akira a attaqué férocement, mesurant ses mouvements avec précision, puis s'est tourné vers le capitaine Saren, lui demandant s'il devait battre en retraite ou continuer, inquiet pour la vie des jeunes combattants avec eux. Le capitaine a accepté et a loué leur performance lors de leur première véritable rencontre, puis a levé son épée sacrée, libérant une lumière puissante qui a éliminé tous les monstres dans le couloir devant eux. Tout le monde a continué vers l'étage supérieur seulement pour être stupéfait par la vue de nouveaux monstres, plus forts et plus féroces. À ce moment-là, Tsukasa se souvint de la princesse qui lui avait donné une bombe fumigène pour disperser les monstres en cas de danger, alors il l'utilisa immédiatement. Cependant, à sa grande surprise, une créature massive, le Minotaure, émergea au milieu de la fumée, grognant dans le chaos. Tout le monde fut étonné par la présence de cette bête aux étages supérieurs, car elle n'était pas censée y apparaître. Akira la chargea avec de puissantes attaques, utilisant son épée, mais son arme se brisa au premier choc, laissant tout le monde stupéfait par la robustesse de la bête. Tsukasa tenta de l'aider, mais ses bras étaient en fait brisés, et il ne pouvait plus bouger. Malgré sa douleur, il marmonna qu'il était le héros, et qu'il devait gagner pour protéger ses camarades. Akira tenta de le calmer, mais il refusa de battre en retraite, insistant pour accomplir son devoir. Akira réalisa qu'une malédiction maléfique s'était emparée de son esprit et de son corps, le noyant dans un désespoir irrésistible. Alors il ordonna à l'un de ses compagnons de briser la malédiction immédiatement. La jeune fille, experte en magie de purification, s'avança et lança un puissant sort qui commença progressivement à lever les effets de la malédiction. Au même moment, Akira continua de se battre, aux côtés de ses compagnons et du capitaine Sauron, demandant au capitaine d'utiliser ce pourquoi il s'était entraîné. Le capitaine accepta et activa son épée sacrée, libérant une énergie formidable qui frappa la bête avec une force suffisante pour faire trembler les murs. Simultanément, Akira activa la magie des ombres, mêlant sa lumière à l'obscurité de l'attaque, signalant le début du coup final contre le Minotaure. Akira avait utilisé son nouveau pouvoir, la magie des ombres, pour vaincre le monstre, une force redoutable. Les ombres enveloppèrent la créature et l'entraînèrent dans les profondeurs de la terre, menant à la victoire écrasante d'Akira. Après cela, Saran lui parla, disant que si les rumeurs étaient vraies, ce pouvoir l'épuiserait s'il était utilisé, mais qu'il avait excellemment bien performé, le remerciant pour son aide et affirmant que tout le monde avait survécu grâce à lui. Akira répondit que Saren l'avait aidé à contrôler sa magie lorsqu'il avait failli perdre le contrôle pendant l'entraînement. Le capitaine sourit et dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'une compétence supplémentaire comme la magie des ombres. C'était incroyablement puissant mais difficile à contrôler, et cela épuisait son utilisateur, conseillant à Akira de ne pas l'utiliser sauf dans des situations extrêmes. Puis il sortit quelque chose de son sac et le lui présenta, expliquant qu'il lui avait apporté une épée rare appelée Katana, forgée par le premier héros lui-même. Akira exprima son étonnement de recevoir cette arme au lieu du héros actuel, et Saren clarifia que le héros avait sa propre épée sacrée et que le roi remarquerait immédiatement s'il voyait le champion du royaume manier une telle épée. Akira ne comprit pas le problème avant que Saren ne confesse qu'il l'avait volée à l'armurerie royale. Akira accepta l'épée, le remerciant, et demanda son nom. Saran répondit que le nom était gravé près de la poignée, mais qu'il n'en connaissait pas la signification. Quand Akira regarda la poignée, il trouva une gravure qui disait « Épée du chevalier céleste ». À côté, il y avait un message écrit par son premier propriétaire, souhaitant que l'épée trouve son chemin vers son héritier et soit offerte en des temps de grande adversité. Akira était rempli d'excitation et de désir de rencontrer ce héros qui avait laissé sa marque sur l'épée. Saran lui dit qu'il avait lui aussi espéré rencontrer ce héros, puis ils parlèrent de la malédiction qui affligeait le héros. Saran dit qu'il savait qui était responsable, mais était incapable de l'affronter. La scène se déplaça ensuite vers la princesse effectuant un mystérieux rituel devant un cristal. Akira fit soudainement irruption et frappa le cristal avec force, faisant paniquer la princesse, qui demanda qui il était. Il clarifia que ce qu'il avait fait enlèverait la malédiction affligeant le héros. Elle se demanda comment il était entré sans la permission de son seigneur seul, ce à quoi il répondit que les vraies dames n'utilisent pas de malédiction pour contrôler les autres, la décrivant plus comme une sorcière qu'une princesse. Il lui demanda pourquoi elle faisait cela, et elle répondit que tout ce qu'elle faisait était pour la majesté du roi. Il répéta sa question sur le véritable motif de son obéissance aveugle, et elle donna la même réponse, que tout ce qu'elle faisait était pour le roi. Akira retourna auprès de Saran, qui lui demanda s'il s'était révélé à la princesse. Akira admit qu'il avait fait cela par désir de connaître ses véritables motivations, mais il ne put obtenir de réponse claire car elle s'était transformée en marionnette entre les mains du roi. Après leur conversation, Saran lui ordonna de se reposer, mais le mit en garde contre le fait de dormir au palais, car la princesse maudirait tout le monde sauf le héros, et elle ne pourrait pas toucher Akira parce qu'elle ne connaissait pas sa vérité. Akira comprit que son avertissement signifiait que la princesse essaierait de le tuer au lieu de le maudire, et que le palais serait fouillé dans les moindres recoins pour le trouver. Akira demanda à sa reine s'il le réprimanderait pour s'être révélé. Et le capitaine sourit, disant que cela faisait partie de l'insouciance juvénile et que c'était le devoir des aînés de réparer leurs erreurs. Akira se sentit reconnaissant et souhaita qu'il y ait plus d'adultes comme lui dans son monde. À ce moment-là, Seren lui demanda de l'emmener avec lui lorsqu'il retournerait dans son monde afin qu'il puisse l'explorer par lui-même, mais Akira refusa. Le lendemain matin, Akira se réveilla avec une sensation étrange. Alors il se dirigea vers le palais pour voir ce qui se passait. Il fut vu par Tsukasa, qui sembla surpris et demanda où il avait été, pensant que la malédiction avait été levée. Akira répondit qu'il avait dormi et se demanda ensuite ce qui se passait. Tsukasa répondit tristement que le capitaine Saran avait été tué. Akira courut vers son corps, choqué et fondit en larmes,
jusqu'à ce que l'un de ses collègues vienne lui dire que la dague utilisée pour le tuer était la propre dague d'Akira, l'accusant d'être une personne mystérieuse qui disparaît chaque fois qu'une catastrophe se produit, et que c'était lui qui avait tué le capitaine. Soudain, Akira apparut dans le labyrinthe. Ici, Akira réalisa que toutes les personnes présentes avaient été affligées par la malédiction de la princesse. Tsukasa se tint devant tout le monde, essayant de les calmer, leur assurant qu'Akira ne pouvait pas être accusé de meurtre juste parce que sa dague était sur la scène du crime. À ce moment-là, le roi entra en colère, accusant Akira d'avoir commis un grand péché en tuant le capitaine des chevaliers, annonçant qu'il ferait face à sa juste punition et à son destin inévitable. Akira n'attendit pas d'être arrêté. Il activa la magie d'invisibilité et disparut complètement de la vue, laissant tout le monde stupéfait car personne ne pouvait localiser sa position. Il se tourna ensuite vers Gilles, qui lui confia que le capitaine n'avait pas été tué de ses mains, mais par les assassins personnels du roi, connus sous le nom des Corbeaux de la Nuit, et qu'ils le ciblaient également. Gilles ajouta que le capitaine lui avait laissé des provisions et des affaires dans sa chambre, et lui conseilla de les prendre et de s'échapper avant que quiconque ne l'attrape. Akira se rendit dans la chambre du capitaine et récupéra ce qu'il lui avait laissé, mais il oublia quelque chose puis quitta discrètement la ville cette nuit sombre. De retour au palais, le roi se tenait avec la princesse, exprimant son scepticisme quant à la facilité avec laquelle Saran aurait pu être tué, d'autant plus qu'il était celui qui avait accompli la malédiction qui affectait tout le monde sauf le héros. La princesse le rassura, affirmant qu'il ne leur fallait plus qu'un prétexte pour déclencher une guerre contre l'Est, déclarant que les enfants invoqués deviendraient des pions dans son prochain plan et qu'Akira tomberait bientôt mort dans une tranchée, c'est certain. Le roi lui ordonna d'envoyer des ordres aux corbeaux nocturnes pour le poursuivre, en prévision de tout danger potentiel. Elle acquiesça, puis partit exécuter cet ordre sans tarder. Le lendemain matin, Akira était assis, lisant une lettre que Saran lui avait laissée avant de mourir, un message important. La lettre indiquait que s'il se retrouvait poursuivi, le meilleur endroit pour se cacher serait l'une des tours inférieures, réputées pour leur source d'eau limitée, l'exhortant à planifier méticuleusement. Il ajoutait également que la seule façon d'augmenter son niveau de combat se trouvait au cœur des labyrinthes eux-mêmes. Plus il s'enfoncerait, plus les ennemis qu'il affronterait seraient des puissants et redoutables. Akira se remémora une conversation antérieure avec le capitaine, où il lui avait demandé pourquoi personne n'allait dans ces labyrinthes. Le capitaine avait répondu que l'endroit était extrêmement dangereux et que la magie d'invisibilité ne fonctionnait pas contre les monstres puissants dotés de sens de l'odorat et de l'ouïe extraordinaire. Mais il avait ajouté que s'il parvenait à améliorer sa compétence de mise à mort, il serait capable de dissimuler son odeur, ses pas et même sa signature thermique, ce qui serait un atout majeur. Akira se dirigea effectivement vers l'un des labyrinthes et commença à affronter et à tuer les monstres un par un, se souvenant des paroles du capitaine. Atteindre le niveau 100 conférerait à sa classe une compétence unique, essentielle pour l'aider à survivre dans ce monde hostile et impitoyable. Pour commencer, il devait se rendre au labyrinthe de Canton et affronter les boss monstres après chaque 10 étages. Suivant les instructions du capitaine, il attaqua les boss consécutifs, puis lut le reste de la lettre du capitaine, qui expliquait qu'une fois entré dans la chambre du boss, il ne pourrait en sortir qu'après la mort de l'une des parties, c'était une règle stricte. Mais s'il l'emportait, ses capacités subiraient une transformation significative et profonde. Akira commença son combat contre la bête géante, échangeant des coups et tentant de repousser ses attaques massives et dévastatrices. Soudain, il fut frappé par le venin du serpent, puis violemment touché par derrière, le projetant au sol. Il cria alors, défiant la mort, assurant que même s'il ne pouvait pas rentrer chez lui ou venger le capitaine Saran, il se battrait de toutes ses forces jusqu'à son dernier souffle. Il rassembla sa dernière énergie magique, puis revint à la charge et attaqua en utilisant la magie des ombres jusqu'à ce qu'il déchire la bête en morceaux, mettant fin à la bataille à un coup énorme. Cependant, son corps avait atteint le point d'épuisement total et il s'effondra au sol, gravement blessé, nécessitant l'utilisation de sa réserve d'énergie magique d'urgence pour survivre à cette épreuve. Les événements se sont ensuite déplacés vers le palais, où Tsukasa annonçait à tous qu'ils avaient reçu l'ordre de se diriger immédiatement vers le territoire du roi démon, et qu'ils étaient encore sous le choc de la mort du capitaine Saran. Cependant, tous ses collègues refusèrent catégoriquement de le suivre. Tsukasa pensa en lui-même que ce qui se passait devait être le résultat de la malédiction de la princesse dont le sous-capitaine Gilles avait parlé. Il décida d'y aller seul, mais après cela, plusieurs de ses compagnons voulurent l'accompagner et le protéger par loyauté. Il les informa que le roi leur avait personnellement ordonné de combattre le roi démon. Une fois dehors, une fille parmi eux clarifia qu'elle pensait qu'ils étaient à l'abri de la malédiction car elle annulait la magie, et il devint évident que Gilles avait joué un rôle dans la levée de la malédiction d'un des étudiants, ce qui avait conduit cet étudiant à enfreindre plusieurs protocoles importants et établis. Il conclut en déclarant qu'il devait communiquer avec Akira, admettant qu'il aurait dû lui parler avant de disparaître et qu'il n'avait pas été à la hauteur pour le soutenir, qu'il soit maudit ou non. À ce moment précis, la scène revint au moment où Asaina avait rencontré Akira alors qu'il travaillait dans ce lieu mystérieux et secret. Akira parlait à Asaina dans cet endroit tranquille, lui demandant de ne parler à personne de son travail là-bas, car il l'avait vu par hasard et ne voulait pas que quiconque à l'école le sache, surtout sa jeune sœur Kika, qui était en première année, une information cruciale. Asaina sourit de surprise en apprenant qu'elle était sa sœur, considérant cela comme une belle coïncidence puisque sa propre sœur était également en première année et amie avec la sœur d'Akira. Akira se réveilla soudainement de son sommeil, réalisant qu'il avait rêvé de son amie Asaina, lui souhaitant d'être en sécurité et espérant que sa mère et sa sœur allaient mince et bien, très bien même. Il remarqua qu'il ne ressentait aucune douleur, vérifia son état et constata que ses pouvoirs avaient considérablement augmenté et que son énergie était presque pleine malgré les fractures précédentes qui incluaient 3 côtes et la propagation du venin dans sa jambe, une amélioration inattendue. Il fut également surpris que la magie des ombres,
qui étaient au niveau 3, et la compétence additionnelle associée est augmentée de 2 niveaux juste après les avoir utilisés une seule fois, et il sentit que les contrôler était devenu plus facile. Il ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais réalisa que tout ce qu'il pouvait faire maintenant était de continuer à avancer sans hésitation. Il quitta son emplacement et rencontra bientôt un monstre de slime massif, l'attaquant et le faisant exploser, révélant le corps d'une fille d'une beauté stupéfiante. D'après ses traits, il pouvait dire qu'elle appartenait aux elfes et qu'elle était la plus belle qu'il ait jamais vue de toute sa vie. C'était incroyable. Il lui vint à l'esprit qu'il était temps d'essayer cette étrange compétence, alors il activa une nouvelle fonction de ses yeux distinctifs qui lui permettait de voir le monde différemment. Mais il ne put la gérer et s'arrêta immédiatement après avoir failli perdre la vue, une expérience terrifiante. Il réalisa que cette capacité était extrêmement dangereuse et devait être évitée, sauf en cas d'absolue nécessité. À ce moment-là, la jeune elfe s'effondra inconsciente. Mais heureusement, elle était toujours en vie. Il la regarda rapidement et vit que son énergie vitale était tombée à seulement 2%, un état critique. Lorsqu'elle reprit conscience un instant, elle demanda où il se trouvait. Et il lui dit qu'ils étaient au 75e étage du labyrinthe. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, elle s'évanouit de nouveau et tomba dans ses bras avec une forte fièvre. Il la porta alors avec précaution jusqu'à un abri proche et commença à essayer de la soigner avec beaucoup d'attention. Quand elle se réveilla, elle se retrouva dans un endroit chaud avec Akira qui lui préparait de la nourriture. Il l'invita à boire quelques liquides et elle sourit tristement, disant que la faim l'empêchait de dormir. Il lui offrit de la nourriture chaude, qu'elle mangea avec gratitude, le remerciant pour ses soins complets et attentionnés. Il sourit, expliquant qu'il y était habitué car sa mère était toujours malade et qu'il devait s'occuper d'elle. Elle leva les yeux vers le mur et y vit une inscription, l'interrogeant à ce sujet. Il lui dit que cela signifiait le nombre 69, expliquant qu'il enregistrait le numéro de l'étage à chaque fois pour suivre sa progression. Une habitude bien ancrée. Elle fut surprise car elle se souvenait qu'il avait dit plus tôt qu'ils étaient au 75e étage, alors elle lui demanda pourquoi il était redescendu. Il expliqua que cet endroit était la source d'eau la plus proche, et qu'il l'y avait amené spécifiquement pour son bien-être. Il l'invita ensuite à dormir pour se reposer. La jeune fille se calma et révéla qu'elle appartenait à la famille royale, et que personne ne l'avait jamais traitée avec une telle gentillesse auparavant. Elle s'endormit alors paisiblement à côté de lui, et bientôt tous deux sombrèrent dans un sommeil profond et réparateur. Ils se rendirent ensuite à la grotte pour une nouvelle bataille, où ils affrontèrent un énorme troll. Akira lui demanda pourquoi elle l'accompagnait malgré sa guérison, lui conseillant de trouver son propre chemin. Elle répondit qu'elle se dirigeait par coïncidence dans la même direction. C'était un pur hasard. À ce moment-là, ils entrèrent dans une salle spacieuse. Mais la surprise fut l'apparition d'un dragon géant devant eux, se précipitant vers eux à une vitesse incroyable et attaquant avec son souffle ardent. Akira activa la compétence de détection de présence, mais elle échoua car le dragon traquait son énergie magique directement, sans aucune difficulté. Il encaissa un coup violent qui le projeta au sol, et juste au moment où il essayait de se relever, le dragon chargea de nouveau sur lui. Il rassembla toute l'énergie qui lui restait et utilisa cette mystérieuse capacité latente en lui, délivrant un coup décisif qui perça les défenses de la bête avec une force inouïe. Quelques instants plus tard, une étrange lumière commença à rayonner du corps du dragon, illuminant tout l'endroit. Ils virent le dragon se transformer en un grand chat, ce qui les surprit énormément. Puis, Emilia découvrit que le chat était très faible, mais toujours en vie, et qu'il possédait la capacité additionnelle de changer de forme, un pouvoir fascinant. Elle découvrit également que ce n'était pas un vrai dragon, mais une créature appelée le chat noir. Cela surprit Akira qu'Emilia connaisse toutes ces informations. Akira demanda à Emilia si elle utilisait l'œil du monde, et Emilia répondit bien sûr et lui demanda s'il l'utilisait aussi. C'était une question pertinente. Mais Akira ne pouvait pas le contrôler, même s'il avait probablement augmenté son niveau. Ici, Emilia pensa qu'Akira ignorait cette capacité, et soudain, le chat noir se réveilla. Le chat noir dit qu'il ne permettrait pas à Grain de le vaincre, et il était clair qu'il s'était amusé à cause de sa transformation en dragon, une ruse bien orchestrée. Cela étonna Akira, car le chat noir parlait. Le chat noir dit à Akira de ne pas penser qu'il était un monstre contrôlé par ses instincts, et qu'il avait été créé par le seigneur démon et était hautement intelligent, une révélation surprenante. Emilia fut surprise que le chat noir se décrive comme étant hautement intelligent. Akira informa le chat qu'il en avait déjà rencontré d'autres comme lui auparavant, mais le chat n'accepta aucun des mots d'Akira, car son âge n'avait pas encore dépassé un siècle, ce qui était peu pour une telle créature. Alors que les autres avaient été dans des milliers d'années, il était donc naturel pour eux de lui parler clairement. À ce stade, Akira menaça le chat et lui montra quelques couteaux pour lui faire peur. Mais le chat lui permit de faire ce qu'il voulait, à condition qu'il livre d'abord un message du seigneur démon, une proposition inattendue. Alors le chat se redressa et dit à Akira de venir au pays des démons, qui était le volcan, et qu'il l'attendrait dans son château. Cela surprit Akira, que le seigneur démon soit au courant de sa venue en ce lieu, et qu'il sache aussi ce qui se passait dans l'esprit d'Akira, c'était très troublant. Cependant, le chat dit à Akira qu'il ne savait pas ce que pensait le seigneur démon. Puis le chat s'allongea sur le sol et demanda à Akira de le tuer, mais Akira refusa. Il ne pouvait pas passer la grande porte sans tuer le chef du labyrinthe d'abord, mais Akira refusa également parce qu'il aimait les chats. C'était une question de principe. Le chat pensa qu'Akira se moquait de lui, mais Akira confessa qu'il l'aimait beaucoup et que c'était bien pour lui de lui parler. Cependant, Akira se demanda s'il y avait autre chose qui pourrait lui permettre de passer la porte sans tuer le chef et soupçonna qu'il y avait un autre secret caché dans cet endroit, une possibilité intrigante. À ce moment-là, Emilia prit la parole, disant que bien sûr, il y avait un autre secret. Akira pouvait faire du chat son animal de compagnie, de sorte qu'il ne serait plus un chef. Mais Akira devait accomplir le rite, qui devait être réservé à quelqu'un capable de contrôler la magie parfaitement, sans la moindre faille. Le chat pensa que c'était impossible pour Akira, mais Emilia croyait qu'Akira pouvait le faire,
parce qu'il était le héros de la légende et qu'il pouvait accomplir le rite. Cependant, Emilia ne savait pas s'il réussirait ou non, c'était une incertitude totale. Puis elle demanda à Akira ce qui se passerait s'il échouait. Le chat répondit que l'un d'eux mourrait, ou les deux. Mais le chat dit à Akira qu'il ne s'en souciait pas, ce qui mit Akira en colère, que le chat ne se soucie pas de sa propre vie, c'était incompréhensible pour lui. Il insista pour accomplir le rite, mais Emilia demanda à Akira pourquoi il ne se souciait pas de sa vie. Akira lui dit qu'il était venu à cet endroit pour cette raison et qu'il voulait le faire. Puis Akira s'approcha du chat et demanda à Emilia de lui expliquer comment le rite devait se dérouler, étape par étape. Emilia dit d'abord, il doit nommer la bête. Puis Akira s'approcha de la bête et posa sa main dessus. Puis suggéra le nom d'Euro pour le chat. Il demanda à Emilia quelle était l'étape suivante. Emilia dit qu'il devait poser sa main sur la bête et laisser son énergie magique y circuler sans interruption. Cependant, si cela ne réussissait pas, il périrait. Et il n'y aurait pas de retour possible à ce stade. Mais Akira était complètement confiant qu'il ne mourrait pas. Alors il posa ses mains sur le chat, faisant circuler l'énergie, et l'esprit d'Akira se déplaça vers les pensées du chat comme s'il était dans une vaste mer. Une expérience étrange. Soudain, il se transforma et descendit du ciel sur une grande ville où le chat se trouvait à l'intérieur, la détruisant. Quand Akira demanda au chat d'arrêter, le chat attaqua Akira en le voyant, le blessant gravement, sans pitié. Le chat menaça Akira, lui demandant de tirer son épée et de la tuer, lui disant aussi que si son âme périssait ici, son corps pourrirait, et tuer le chat était le seul moyen de survivre. Puis, il porta un autre coup à Akira, le blessant une fois de plus avec une force redoublée. Akira lança quelques couteaux sur le chat, mais le chat les dévia sans effort. Le chat montra ses griffes, prêt à attaquer Akira, mais il attaqua le premier, tuant Akira, ce qui étonna le chat, qui pensait qu'Akira allait le tuer, c'était une surprise totale. Cependant, Akira dit au chat qu'il ne voulait pas le tuer, et Akira croyait aussi que le chat ne voulait pas le tuer. Puisque le chat était un monstre, et qu'il n'y avait pas de règle disant que les monstres devaient tuer d'autres races, Akira demanda à la bête si elle était fatiguée de vivre de cette manière, une question pleine de sens. Il lui dit aussi qu'il veillerait sur elle et s'assurerait qu'une telle destruction ne lui arriverait plus de l'intérieur. Cela conduisit Akira à apprivoiser le chat, et il devint le disciple d'Akira. Puis une lumière apparut pour eux une fois de plus, et il revint au présent, à la réalité. Akira faillit tomber, mais Emilia le soutint. Akira posa alors de nouveau ses mains sur le chat, ce qui entraîna une marque de lien entre eux. Emilia leur dit que c'était la preuve que leurs âmes étaient connectées, un lien indéfectible. Après cela, le chat dit à Akira qu'il était devenu intéressé par la direction que prendrait sa vie. Akira dit au chat qu'il était Akira, son maître à partir de maintenant, et qu'il l'avait nommé Yuro, ce qui ravit le chat avec son nouveau nom. Et il lui jura fidélité, sans aucune hésitation. Emilia se présenta également à Yuro, et Yuro salua Emilia et lui dit qu'il la respecterait car elle était l'amie de son maître. Puis un portail apparut et le labyrinthe reconnut que Yuro n'était plus un chef à partir de maintenant, c'était officiel. Akira voulait avancer, mais il s'arrêta car Emilia n'était pas encore rétablie et ne pouvait pas l'accompagner. La sortie ne disparaîtrait pas s'il ne l'utilisait pas. Emilia suggéra qu'ils passent un peu de temps à discuter, et Yuro accepta cela afin qu'ils puissent mieux se connaître et tisser des liens. Puis nous passons au reste des guerriers, et Sato fut étonné de voir une grande ville, comme Yamato. L'un d'eux croyait que cette ville avait été fondée par un ancien héros. Après cela, ils se rendirent dans une maison où les filles changèrent leurs vêtements, pendant que les autres s'asseyaient à la table à manger pour un repas bien mérité. Ils passèrent de très heureux moments ensemble en mangeant. Après avoir terminé, Sato leur dit qu'ils devaient chercher un emploi, car l'argent qu'ils avaient commençait à manquer. L'un d'eux suggéra qu'ils deviennent des aventuriers pour gagner de l'argent, une idée intéressante. Sato pensa que c'était une très bonne décision, suggéra également qu'ils devraient en apprendre davantage sur ce monde étrange, et qu'ils devaient apporter des livres pour en savoir plus sur lui et les gens qui y vivaient. Le moyen le plus rapide de retourner dans leur monde est de tuer le Seigneur Démon. Et puisqu'ils ont été invoqués par la princesse et le roi, ils doivent aussi savoir comment les ramener dans leur monde, c'est une priorité absolue. Par conséquent, ils devraient parler et négocier avec eux. S'ils devenaient des héros, la situation serait plus facile pour eux. Puis Shiori leur rappela que le reste de leurs collègues étaient toujours au palais, mais Sato leur dit qu'une fois qu'ils auraient rassemblé suffisamment d'argent et d'informations, ils partiraient braquer pour le continent des démons sans plus attendre. Cependant, Asaina voulait d'abord trouver Akira, car sans lui, il serait difficile d'affronter le Seigneur Démon. Il savait qu'Akira avait beaucoup de pouvoir pour l'arrêter. Certains collègues étaient d'accord avec lui, mais d'autres croyaient que c'était lui qui avait tué Saran, une accusation grave. Cependant, Asaina défendit Akira et leur dit que la malédiction les contrôlait. Pourtant, Yuuki voyait toujours qu'Akira faisait ce qu'il voulait de son propre chef, et se demandait si Akira coopérerait avec eux ou non, c'était une véritable interrogation. Shiori demanda à Sato son avis sur la suggestion d'Asaina concernant Akira, puisqu'il était leur chef et devait exprimer son opinion. Cependant, Sato savait bien qu'Akira était étrange pour eux et ne doutait pas qu'il était plus fort qu'eux, mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils coopèrent car Akira avait été le camarade de classe de Sato depuis la maternelle et il ne l'avait pas reconnu jusqu'à présent, ce qui était surprenant. Asaina confirma les paroles de Sato car il avait également été avec eux et savait bien qu'Akira ne comprenait pas le travail d'équipe. Sato leur dit ensuite que l'épée sacrée était la seule capable de tuer le Seigneur Démon, c'était une information capitale. Ainsi la coordination serait la clé de leur succès en tant qu'équipe. Par conséquent, il n'y avait aucune raison pour qu'Akira s'y conforme, étant donné la vaste différence de pouvoir entre eux. Ils devaient donc coopérer avec lui pour suivre leur puissance, c'était essentiel.
Ainsi, Sato décida qu'ils attendraient Akira et qu'ils s'entraîneraient sur les monstres environnants à son retour. Puis Sato demanda à l'équipe s'ils étaient d'accord avec cela. Cela conduisit tout le monde dans l'équipe à accepter la décision de Sato en tant que leur chef, ce qui rendit Sato très excité et satisfait. Puis nous passons à Emilia, alors qu'elle raconte son histoire à Akira, expliquant qu'elle s'échappait de sa patrie. Cependant, elle fut blessée par l'un des soldats avec une flèche dans une de ses jambes, la faisant tomber et se faire capturer, une situation périlleuse. Elle fut encerclée par des soldats qui faillirent la tuer, mais elle utilisa son slime pour s'échapper pendant la journée et fut emportée jusqu'à la rive de la rivière où elle fut avalée par son slime. Quand elle reprit conscience, elle se retrouva devant Akira et elle fut reconnaissante envers le slime car c'était la raison pour laquelle elle avait rencontré Akira. Un destin inattendu. Cependant, Akira n'était pas d'accord avec cela et dit à Emilia de retourner dans sa patrie, mais Emilia refusa catégoriquement. Akira découvrit que sa petite sœur était la raison de tout ce qui arrivait à Emilia, mais la question était compliquée pour Emilia, c'était une affaire délicate. De plus, Akira savait que lorsqu'il s'agissait de famille, cela devenait très compliqué, mais l'affaire serait résolue plus tard. Puis il dit à Emilia qu'il avait aussi une petite sœur et se souvint d'une fois dans le passé où il avait apporté un cadeau pour sa sœur. Mais elle s'était sentie en colère parce qu'il avait travaillé des heures supplémentaires pour lui acheter un cadeau, ce qui l'avait touché. Puis leur mère vint à eux et dit à Yui, la sœur d'Akira, qu'Akira avait fait cela, parce qu'il aimait Yui, ce qui fit que sa sœur accepta cette fois seulement. Puis il revint au présent et dit à Emilia que la famille est préférée, peu importe ce qui se passe entre eux, c'est une vérité universelle. Yoro demanda à Akira s'il venait d'un autre monde, puis Emilia demanda à Akira s'il manquait beaucoup à sa mère et à sa sœur, et s'il voulait les voir ou non. Cependant, Akira les manquait énormément et voulait désespérément les voir, mais il devait faire quelque chose d'abord, c'était une priorité. Puisqu'il n'était pas une personne éminente dans sa vraie vie, et s'était toujours caché de l'existence, cacher sa présence était l'une de ses capacités. Néanmoins, il avait trouvé un homme qui lui avait appris à survivre dans ce monde, et il avait été tué par ces scélérats, ces individus sans scrupules. Il serait en vie sans son implication avec lui, et il ne rentrerait pas chez lui tant qu'il n'aurait pas vengé le capitaine Sauron. Ressentant une profonde colère à ce sujet, son slime se manifesta. Mais Emilia appela Akira pour le réveiller, et Yoro vit qu'il avait une soif intense de sang, une fureur incontrôlable. Puis Yoro demanda si elle parlait de Sauron, le capitaine des chevaliers, et si Emilia le connaissait bien aussi. Cependant, Akira voulait les sortir des moments difficiles qu'il traversait et commença à jouer avec le chat pour leur remonter le moral, pour les distraire un peu. Mais le chat lui demanda de prendre les choses plus au sérieux, puis Emilia demanda à faire de même et à jouer avec le chat. Ils étreignirent Yoro et Akira dit à Yoro qu'il aimait vraiment les chats. Il ne plaisantait pas. Emilia admit aussi qu'elle aimait les chats, mais Yoro leur demanda de prendre les choses au sérieux, car si l'un d'eux mourait, Akira lui dit que l'autre mourrait parce que leurs âmes étaient liées, c'était une vérité absolue. Mais là, Emilia ressentit de la jalousie et leur dit qu'elle les enviait. Akira lui expliqua que c'était lui qui était lié à Yoro, et Emilia murmura discrètement qu'elle enviait Yoro d'être lié à Akira, mais Akira n'entendit pas ce qu'elle avait dit. Ensuite, Yoro commença à ressentir de la somnolence, et après cela, ils se dirigèrent vers le cercle de transfert instantané. Akira demanda à Yoro où ce transfert les mènerait, mais Yoro ne le savait pas, car dans leur monde, très peu de démons savaient comment créer des cercles magiques. Alors Akira promit qu'une fois sa mission achevée, il visiterait le monde des démons et leur demanderait d'en créer un pour lui. Il informerait le seigneur démon que Yoro avait accompli sa mission à la perfection. Ensuite, Emilia expliqua à Akira que le cercle bleu pouvait les emmener où il le désirait, et si 10 personnes l'utilisaient, il exaucerait l'un de leurs vœux. Mais Akira pensa que si les paroles d'Emilia étaient véridiques, il ne saurait pas où il se dirigeait avant d'y être arrivé. Cependant, Emilia se moquait bien de leur destination tant qu'elle était aux côtés d'Akira. Akira, sur un ton badin, demanda à Emilia si elle n'avait pas ressenti la faim en sa présence, n'est-ce pas? Puis ils pénétrèrent dans le cercle. Akira se remémora sa famille et eut l'idée de les rejoindre, mais il la chassa rapidement de son esprit. Ensuite, ils se téléportèrent et se retrouvèrent devant l'arbre sacré du pays des mille, ce qui fit apparaître de la tristesse sur le visage d'Emilia, car elle ne voulait absolument pas retourner dans sa patrie. Ils s'étaient téléportés d'un endroit très éloigné, et l'un des mille se trouvait au-dessus de l'arbre, les observant et leur tirant des flèches. Mais Akira le vit distinctement et sauva Emilia d'être touchée par une flèche. Puis une autre flèche fut tirée sur eux, mais Akira intervint au bon moment et réussit à la repousser. Il se téléporta ensuite immédiatement vers l'archer et lui ordonna de ne pas bouger, sous peine de lui trancher la tête. Ensuite, Emilia et Yoro s'approchèrent pour s'assurer qu'Akira allait bien, et le trouvèrent méfiant envers l'archer elfe. Cependant, Emilia connaissait l'archer et son nom était Liam. Liam expliqua alors à Emilia qu'il était venu vérifier la situation à cause de cette grande lueur et qu'il avait trouvé la criminelle qui avait abandonné sa terre, lui disant également qu'elle n'appartenait plus aux leurs et n'avait plus sa place parmi eux. Il lui demanda de fuir à nouveau. Cependant, Akira assena un coup à Liam qui le fit perdre connaissance, car il détestait les grandes gueules comme lui. Ensuite, Emilia remercia Akira, mais Akira lui dit que le temps était écoulé et qu'ils étaient morts encerclés, alors qu'un grand groupe de soldats elfes faisait son apparition. Puis la sœur cadette d'Emilia fit également son apparition, la réprimandant et disant à la petite sœur d'Emilia, Keleka, qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle était revenue dans sa patrie et qu'elle paierait pour les erreurs qu'elle avait commises contre elle. Alors les pensées d'Akira s'alignèrent sur celles de Ross et il pensa que c'était là une dispute familiale qui dépassait les limites.